Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv, lundi, mercredi, vendredi de 21h à minuit. Et comme d'habitude, un grand bonjour à la régie, grand bonjour aux modérateurs et grand bonjour à tous les métanautes connectés pour une soirée spéciale qui est sur le trône 2017 avec Adrien Abosi. Bonsoir Adrien. Bonsoir Topa. Bah écoute Adrien, le public te connaît, je pense largement bien, sur Meta.tv. Voilà, donc avocat, conférencier, voilà. Je confesse. Tu confesses. En plus, tu as un ouvrage en cours aussi. Parce Il arrive bientôt. Voilà, on arrive bientôt. Je dis ça pour crever l'abcès d'entrée parce qu'on va beaucoup de vous poser la question, j'imagine, plus tard. Donc, c'est en cours, ça arrive. Si Dieu le veut, au mois d'avril. Voilà. Bon, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Bon, tout va Ainsi bien. que du reste, d'ailleurs. Écoute, on a... Voilà, comme moi, tu suis cette campagne présidentielle française, j'imagine, avec attention. Et c'est, on va dire, tous ces rebondissements. Alors, Marine Le Pen caracole en tête des sondages depuis maintenant plusieurs mois. Tant mieux. On n'arrive pas... En fait, on voit bien qu'elle se détache clairement des autres candidats. Alors, on nous vend... Macron. Oui. Ah, ça, je crois que c'est le bon terme. On nous le vend. Oui. On nous le vend. Alors, dans la catégorie hologramme, inconsistant, vide, enfin tu vois, c'est... Alors Macron, moi j'ai une expression, je dis que c'est un OCM, un organisme créé médiatiquement. Oui, c'est pas bête. Oui, tout à fait. Et est-ce que ça va vraiment prendre cette bulle Macron? Je n'y crois pas une seconde. Ouais. La bulle Macron, je n'y crois pas une seconde. Sincèrement, s'il fait plus de 15%, je suis très surpris. On voit vraiment pas qui c'est resté. Quand je regarde à Macron ses discours sur YouTube, pas plus tard que hier soir, j'ai écouté son discours en Gironde. J'invite les gens à le voir. Ce qui est marrant, c'est au début, tu sais, on met des pseudo-militants. Oui. Je pense pas que ça existe véritablement. Ça a été débunké en plus cette affaire. Je pense pas que ça existe vraiment, moi, les vrais militants de Macron, c'est pas grave. Et donc on met des vrais militants de Macron sur scène, le temps qu'il arrive, et tu vois que les mecs eux-mêmes, ils y croient pas, ils font limite la gueule. Enfin, allez voir, c'est sur YouTube. Et donc, je te dis, moi, j'écoute ses discours, et son discours est totalement bidon, tu vois. En gros, c'est la flexi-sécurité. Le mec, il croit qu'il est original, alors que ça fait 15 ans qu'on nous en parle. Donc, flexi-sécurité, réconcilier la liberté, la protection, enfin, des trucs totalement, ringards, totalement ringards. Bien entendu, l'identité de la France, il n'en parle pas, sauf pour dire que la France n'existe pas, et sauf pour diffamer son pays, ça, c'est pas mal, ça. Alors, l'histoire, oui, en Algérie aussi. Je me présente à la tête d'un pays que je diffame. C'est quand même pas mal, ça. Ouais. Et d'un pays dont je nie l'existence, quoi. Donc, en tant que républicain, ceci étant, il est cohérent. Donc, Macron, moi je me pose la question, qui vote pour Macron? Qui peut potentiellement voter pour Macron? Déjà tous les bouffons, tu vois, qui font des écoles de commerce et qui se prennent pour les rois du pétrole, parce qu'ils gagnent 3-4 000 balles par mois en bossant 60 heures par semaine, et ils se retrouvent à 35 ans sur les genoux, tu vois, sur les rotules. Bon, bref. C'est pas beaucoup de monde quand même, tout ça. Qui va voter Macron? Les retraités? A priori non, ils vont voter Fillon, comme d'hab. Les fonctionnaires vont voter Macron, je pense qu'ils le sentent pas trop bien. Les jeunes sont énervés, soit ils s'abstiennent, soit ils votent FN. Sincèrement, Macron, s'il fait plus de 15%, je suis extrêmement surpris. Je suis vraiment extrêmement surpris, franchement. Parce que Macron, c'est quoi? Il essaye d'aller sur les terres, en fait, finalement. Alors, c'est ça qui est intéressant dans cette élection, parce qu'on voit toutes les contradictions internes des partis éclater au grand jour. Et en particulier le PS et l'UMP aussi, enfin les Républicains, c'est pareil, qui éclatent au grand jour. Entre une ligne, on a vu la ligne Fillon, la ligne Juppé, donc complètement à l'opposé. Enfin, on sait que sur certains sujets, ils sont complètement, mais aucun rapport. Et par contre, Juppé, lui, il est complètement Macron-compatible. C'est peu de le dire. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais, il y a eu un reportage du quotidien de Yann Barthès, qui était allé, le soir de la défaite de Juppé, donc ils étaient allés interviewer, si tu veux, les militants de Juppé, et ils leur demandaient, donc là, vous allez voter Fillon, du coup, pour 2017, et les mecs disaient tous, non, on va voter Macron, tu vois. Mais c'est pas surprenant. Ah bah voilà, donc c'est absolument pas surprenant. C'est très cohérent. Et attends, je te parle du discours en Gironde, et Macron a commencé son discours en rendant hommage à deux personnes, Jacques Chalban-Delmas, le faux résistant, et, et Alain Juppé. Et d'ailleurs, soit dit en passant, tu sais, le fameux slogan Ali Juppé, je trouve que c'est un punchline énormissime, et franchement, si ça lui a coûté la prière, je suis extrêmement content. Mais ça c'est vachement marrant, parce que franchement, c'est drôle. Ali Juppé, ça m'a fait marrer moi aussi. Franchement, c'est drôle. Et ça me faisait complètement penser à ton concept de nouvelle opinion publique. Parce que quand j'ai entendu cette affaire d'Ali Juppé, c'est un truc né d'Internet encore. C'est né de cette nouvelle opinion publique. C'est d'abord là que ça a prospéré. Et finalement, comme
comme aujourd'hui ce genre de truc, ça écrase. Ça tu crois pas si bien dire, parce que dans son débat face à Fillon, Juppé a cité riposte laïque. Riposte laïque, j'ai halluciné. Jour de consécration. Je te jure, j'ai halluciné. Jour de consécration. Je me suis dit, mais il sait que... Parce qu'en fait, il veut les diaboliser en les citant, mais il les a crédibilisés complètement. Et il leur a fait une pub. Et il leur a fait une pub d'enfer, parce que de toute façon, j'ai même lu sur leur site, ils disaient que leurs vues ont explosé, évidemment. Grosse dédicace à Juppé. Juppé, devant des millions de téléspectateurs, oui, il cite riposte laïque. Mais ça prouve que, tu vois, la cocotte minute, tu vois, elle est vraiment en train de prendre, là, et que le couvercle, il va pas tarder à sauter, quoi. Et moi, je pense qu'on va gagner. J'ai toujours dit, je pense qu'on va gagner à la fin, tu vois. Parce qu'on est les meilleurs, déjà. C'est qu'en face, c'est pas qu'on est super fort, c'est qu'en face, ils sont nuls. Tu vois, veux dire, mais regarde Macron. Macron, on nous le vendait comme, certes, il a fait l'ENA, certes, c'est un inspecteur des finances, certes, il en salle, mais il n'est pas comme les autres. Il a été élève de Paul Ricoeur, il est un peu moins con, c'est un littéraire, il a écrit un roman. Et puis finalement, là, dans cette campagne, tu as un instant de vérité, quoi. C'est-à-dire que tu vois que le mec, il impose complètement, qu'en vérité, il n'y a aucun fond, strictement aucun fond, le mec est un culte comme les autres, aucun amour de la France, un amour de la République qui est certain, que je ne conteste pas, un amour de la France, je ne me porterai pas caution à titre personnel, tu vois. Donc on voit que finalement, Macron est une sorte de copier-coller, tu vois, d'un Valls, par exemple. Elle est un peu moins sécuritaire peut-être, mais sur l'essentiel, sur le fond, c'est la même chose. Donc en face, ils sont nuls. Ils sont totalement nuls en face. Les intellectuels du système, c'est qui, tu vois? C'est quoi? C'est les Jean-Michel Apathy, les Caroline Forest. Mais ils sont nuls. Il n'y a rien. Et c'est ça qui va être très intéressant. C'est que tu me parles de la nouvelle opinion publique, et il y a le phénomène Asselineau là qui est en train de monter un petit peu. Donc déjà, grosse dédicace au troll UPR. Bravo. Et moi, ils m'ont beaucoup trollé, les trolls UPR. Oui, ils viennent te troller sur ta page. Partout, moi. Partout, sur YouTube, ils m'ont trollé partout. Et grosse dédicace au général Végan. Asselineau comprendra pourquoi. Ceci étant, je félicite Asselineau d'avoir eu les 500 signatures. Et Asselineau, tu vois, moi j'ai des points de divergence avec lui, il est républicain pour la laïcité. Le grand remplacement, c'est une théorie du complot, et j'aime beaucoup celle-là. Ceci étant, face à l'histoire, il a été très utile. Pourquoi? Parce que il a permis, en fait, il a imposé aux hommes politiques de se situer par rapport à la question de l'entrée, enfin de la présence de la France dans l'Union européenne ou de sa sortie. Donc, grosse dédicace à François Asselineau pour ça, pour sa présence présidentielle. Et Asselineau, donc, te disais, j'ai des points de divergence avec lui, mais je reconnais que c'est quand même quelqu'un de sérieux. Il n'a pas mon logiciel idéologique, mais c'est quelqu'un de sérieux. Bon, c'est quelqu'un de carré. Voilà. Déjà, il a un vrai travail, contrairement à beaucoup de ses concurrents, soit dit en passant. C'est vrai. Parce que ministre, aujourd'hui, c'est un faux travail. On ne va pas nous la faire. Premier ministre, c'est un faux travail. Bon. Député européen, c'est un faux travail. Tu vas pas me dire qu'il travaille, ces gens-là. Ça se saurait. Clairement, en plus, Asselineau, il est dans la logique de ce que tu décris, c'est apporté par cette nouvelle opinion publique. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on va commencer à voir la force de frappe électorale de la nouvelle opinion publique. Alors, soit dit en passant, la nouvelle opinion publique aussi, on la voit avec le FN, puisque le FN est énormément porté par la nouvelle opinion publique, qu'il en ait conscience ou pas. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Asselineau, c'est du 100% made in nouvelle opinion publique. Si tu veux. Complètement. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et Asselineau peut faire, non pas un méga carton, mais je pense qu'il peut faire un résultat honorable, parce qu'il va apporter son sérieux face à des gens qui sont des tocards. Mais vraiment, qui sont des Il va ramener en plus le débat sur l'Union européenne, ça c'est intéressant, parce que pour le coup, là, on va avoir un vrai débat sur l'Union européenne en France. Et c'est d'autant plus intéressant que dans cette campagne, on ne parle de rien. Tu sais, quand je suivais la campagne électorale aux États-Unis, le débat c'était qui a le plus violé entre Bill Clinton et Donald Trump. C'était ça. Je me suis dit, putain, les mecs, ils sont au niveau quel niveau? Mais en France, on ne parle strictement de rien. On a parlé de Pénélope pendant un mois, c'est strictement inintéressant. Là, il paraît qu'il y a une nouvelle casserole pour Fillon. Avec ses costumes, C'est-à-dire que des milliardaires achètent des costumes à des gens, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais objectivement. Moi, si on m'achète un costume demain, qu'est-ce qu'on... Non, mais c'est bidon, franchement, c'est bidon. Moi, j'étais dans la musique, les gens, ils m'offraient les vêtements. Je te le dis, quand t'es signé en maison de disque, et t'es machin, les vêtements, on me les offrait, quoi. Il n'y a rien de choquant, c'est normal, vous êtes... Bien sûr. C'est comme ça. Alors, j'imagine, au niveau de Fillon, j'ose même pas imaginer les vêtements qu'on lui offre, c'est comme ça. Mais ceci étant, c'est intéressant, parce que ça démontre bien qu'il y a une volonté de le pourrir à tout prix. Oui. Parce que si les mecs, ils s'en sont réduits à ça, petite parenthèse... Mais donc, pour en revenir à notre ami Asselineau, je suis content qu'il ait eu les 500 signatures, parce qu'il va instituer un peu de sérieux, malgré tout, même si Asselineau est très politiquement correct sur un certain nombre de sujets, sur d'autres, il prend des positions qui sont en dissidence avec le système, sur la question de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est la seule, sur la question de le système.
Et voilà, ça sera intéressant. On va voir la force de frappe, on va voir la réaction des médias à sa présence, parce qu'on va bien voir leur mauvaise foi, leur fourberie. Ah bah là, on commence déjà, ça commence déjà en peu de temps. Là, j'ai vu Patrick Cohen, j'ai vu Caroline Fourest sur BFM. Oui, très méprisant. Très méprisant. Elle est mais c'est détestable. Alors que bon, tu vois, Asselineau, quand même, il éclate intellectuellement, Caroline Fourest. Oui, voilà, il n'est pas... c'est pas où on mettra à penser, mais il faut être intellectuellement honnête. Et s'il fait un débat, il lui met une fessée, je pense. Donc voilà, donc c'est très bien qu'Asselineau soit là. Je pense qu'il peut faire facile... Enfin, il peut bouffer beaucoup de voix à Dupont-Aignan. Il peut bouffer des voix à Mélenchon aussi, d'ailleurs, soit dit en passant. Au FN, un petit peu aussi, mais je pense sincèrement, un électeur FN, je ne le vois pas aller voter Asselineau parce que l'immigration joue quand même beaucoup dans l'Union européenne joue, mais l'immigration, ça pèse quand même plus lourd. Donc, je vois davantage piquer des voix à Mélenchon et Dupont-Aignan. Et d'ailleurs, je pense que Asselineau, depuis quelques temps, a beaucoup orienté son discours pour aller choper des électeurs de gauche. Notamment quand il te dit le grand remplacement, j'y crois pas. Les transports publics, on n'y croit pas, donc tu vois, c'est ça la vérité, quoi, tu vois. Tu vois, moi, quand je vais à Métaté, c'est moi le grand remplacement, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il se passe quoi, là Bref. Mais il refuse... Pourquoi d'ailleurs il refuse d'aller sur la question-là? C'est quoi? C'est pour se différencier du Front National, plutôt? En partie, c'est ça, parce que, quelque part... Là, pour pas être traité de facho. Pour pas être traité de facho, parce que politiquement, maintenant, il va être confronté en fait au fait qu'on va lui comparer son programme et qu'on va toujours trouver des similitudes avec c'est comme quand moi j'ai eu un micro-clash, c'était pas l'affaire du siècle avec lui quand il avait insulté Pétain et Végan, ça j'accepte pas, tu vois. Mais pourquoi il fait ça? Peut-être il le pense sincèrement, mais pourquoi parler de ça et faire un petit peu de zèle là-dessus? C'est aussi pour dire au système, regardez, je suis pas un facho, je critique les fachos, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est donner des gages au système, au politiquement correct sur certains points, parce qu'il sait qu'il fait dissidence sur un point précis qui est l'Union européenne et qu'il va se faire taper dessus à cause de ça, et donc il est obligé de donner des contreparties. Oui, c'est ça, voilà. Ceci étant... Parce qu'en plus, il se fait traiter de complotiste, machin, donc il est obligé de se défendre en plus tout à fait. De tout ça, quoi. Ceci étant, il a raison de s'en défendre. Mais ce qui est dommage avec Asselineau, si tu veux, c'est qu'il n'a jamais assumé, il assume en partie le fait de venir d'Internet, mais il n'a pas joué la carte à 100% de la nouvelle opinion publique. Tu vois, il aurait pu aller chercher des soutiens à gauche, à droite, dans la nouvelle opinion publique, il ne l'a pas fait, bon, c'est pas grave, la Terre continuera de tourner, hein. Mais voilà. Mais donc, pour résumer sur Asselineau, je suis content qu'il ait eu les 500 signatures. Ça va être très intéressant de voir la confrontation entre une créature de la nouvelle opinion publique et le système, et le peuple français qui va le découvrir. Ce qui va être intéressant, c'est on va voir dans quelle mesure sa popularité va grandir, dans quelle mesure, te disais-je, même le nombre de militants de son parti va grandir, parce que ça c'est le truc qu'il nous dit depuis des années, c'est si je passe dans les médias, ça va exploser, on va voir, tant mieux. Parce que tu sais que quelqu'un qui arrive à Asselineau aujourd'hui, demain, il va être sur Méta TV, Adrien Gauzy, Pierre est là. Ce sont des vases communicants. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est concurrent dans la nouvelle opinion publique. Personne n'est concurrent. Même si on a plein de désaccords entre nous, on a tous des désaccords entre nous, quasiment, malgré tout, nous sommes, entre guillemets, alliés, puisque en cliquant sur l'un, de fil en aiguille, on arrive sur l'autre. Bon. Donc voilà, donc ça va être très intéressant de voir cette confrontation entre la nouvelle opinion publique et le peuple français d'une part et le système. Ça sera très très intéressant. Ouais, parce que c'est quelque chose, presque c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu pour le moment dans une élection. C'est la première fois qu'on va vivre ça. Tout à fait, et peut-être que c'est une sorte d'avant-garde. Aujourd'hui c'est Asselineau qui est là, peut-être qu'en 2022, il y aura 1, 2, 3, parce que tu sais, on parle d'Asselineau, mais il y a peut-être le général Tauzin qui aura ses voix. Donc face à une implosion potentielle de l'échiquier politique, puisque qu'est-ce qui va rester du PS après les élections, par exemple, on sait pas, hein. Et pourquoi pas des Républicains? Et même eux, ils font l'unité de façade, mais on sait très bien que des accords idéologiques profonds dans les Républicains, profonds. Tout à fait. Juppé, il a quand même traité les électeurs, enfin il a dit oui, les militants UMP de radicaliser. Tout à fait. Avec toute la connotation qu'on sait, qu'on met dedans dans ce mot. Pour rester encore sur cette question des nouvelles opinions publiques et pour parler en même temps des Républicains, tu sais qu'en ce moment, il y a une grosse campagne de presse dans différents médias pour diaboliser les médias russes.
russes. Oui. Les Sputnik, l'idée s'acharne sur constamment. RT France et compagnie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des mecs des Républicains qui osent parler à RT, osent parler à Sputnik, et qui franchissent ce Rubicon et qui l'assument, si tu veux. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Oui, il y a des députés rebelles chez les Républicains, les Mignard, les Mariani. Mais même au-delà de ça, il y a des mecs moins connus si tu veux, qui osent et qui assument. Et qui assument maintenant d'y aller. Et ça, c'est quand même très intéressant de le constater. Il y a aussi aux Républicains la question Poutine, qui divise beaucoup. Je rappelle que Fillon, lui, était considéré pro-Poutine. C'est intéressant. Oui, il est. Même quand il était Premier ministre, il est... C'est quand même intéressant d'un point de vue de l'échiquier politique, puisque là, on voit bien qu'il y a une espèce de main occulte, et que les candidats pro-Poutine, par contre... Je vais te dire une chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va arriver à un nouveau Yalta. Tu vois, c'est-à-dire une nouvelle répartition du gâteau entre les États-Unis et la Russie. On arrive à ça, parce que les États-Unis sont à bout de souffle. Bush, si tu veux, avait incarné cette volonté de toute puissance des États-Unis. En gros, on s'occupe de tout et on vous emmerde. Obama ne l'avait pas officialisé dans son discours, mais déjà, il était sur le recul. Il ne va pas en Syrie, Obama, quand même. Si les troupes françaises ne sont pas allées en Syrie, c'est grâce à Obama. Le roman a servi à ça, tu vois. Oui, parce qu'on était suffisamment fous pour y aller, nous, par contre. Exactement. Les Français dans cette affaire. On en reparlera tout à l'heure, peut-être, de la Syrie. Mais tu vois, donc Obama, il va pas en Syrie, il signe un accord qui a fait hurler Netanyahou avec l'Iran. Ouais. Tu vois, donc quand même grosse dédicace aux antisionistes qui nous disent que les sionistes tiennent tout, petite parenthèse. Donc Obama avait quand même acté, si tu veux, d'une moindre puissance des États-Unis. Et là, Trump nous le dit carrément, on lui dit maintenant l'OTAN, c'est plus à nous draguer. C'est aussi à vous. Maintenant, moi, je rapatrie un maximum de capitaux, je rapatrie un maximum de moyens militaires. Donc Trump acte quand même, encore une fois, d'un recul de puissance des États-Unis. Et face à ça, on a une Russie qui, elle, monte en puissance. Alors, elle a eu des coups dans le tibia, notamment à cause de la baisse du prix du pétrole, qui d'ailleurs était organisée pour l'emmerder. Oui, bien sûr. Elle, et d'ailleurs, et les Venezuela. Mais en gros, les Américains ont dit aux Saoudiens, maintenant, vous déversez un max pour faire baisser le prix du pétrole. Ça a marché. Mais malgré tout, la Russie reste sur ses fondamentaux. Pourquoi ? Parce qu'elle a tout sur son territoire. Elle a le pétrole, elle a le gaz, elle a les matières premières. Il y a très peu d'industrie en Russie. Mais si tu veux, ils ont l'armement aussi. Mais nos amis russes, tu vois, ils sont quasiment indéboulonnables. Et c'est ça leur puissance. C'est que c'est un continent, ils ont les matières premières, ils sont indépendants. Eux, ils peuvent se prendre une bombe atomique. Nous, c'est plus compliqué. Donc, Poutine monte en force, la Russie monte en force, et donc il y a un nouveau partage du gâteau. Petite parenthèse, ça ne veut pas dire que les Russes sont anti-américains. Tu sais, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nos amis oligarques russes, ils vont tous foutre leur pognon à la City quand même. Donc les choses sont beaucoup plus complexes. Et pendant que nous, abrutis d'Européens, on fait les sanctions à la Russie, le commerce extérieur augmente entre les États-Unis et la Russie. Et la Russie, oui. Non mais franchement, dans la catégorie idiot utile, là on est bon quoi. Là on est très très bon. Sachant qu'en plus, nous Français, il paraît qu'on leur vendait énormément de produits agricoles. Oui, tout à fait. On faisait beaucoup d'exportations en Russie. Exactement. Tout s'est stoppé, mais c'est complètement stupide. Ça prouve que la République, une fois encore, est l'anti-France, que les intérêts de la France sont pour elle subsidiaires, que ce qui compte, c'est d'abord les intérêts de la mise en œuvre de son idéal républicain, qui passe aujourd'hui notamment par la soumission au mondialisme, puisque le mondialisme, comme la République, veut créer un homme nouveau, donc il y a une espèce de fusion entre les deux idéaux. Et voilà, donc on n'est pas très surpris. Mais est-ce qu'il y a une... Alors, tout à l'heure, justement, pour continuer aussi sur Macron et Fillon, parce que ce qu'on remarque, c'est que quelque part, en évinçant Fillon on va dire, de l'échiquier politique, Marine Le Pen, on lui tape dessus, ça c'est régulier. Elle a l'habitude. Voilà, elle a l'habitude, on va dire. Celui à qui on fait une voix royale, par contre, dans les médias, c'est Macron, mais de façon... c'est presque indécent, quoi, parce qu'on fait des reportages sur lui toute la journée. Bien sûr. Et tu sais, c'est comme la Constitution européenne, c'est-à-dire qu'à force de trop gaver, il va y avoir un vomissement. Et il va y avoir un effet inverse. Et je te dis, Macron, franchement, il fait plus de 15%, je me pose des questions sur le peuple français. Sincèrement. Et puis tu vois quand même le système à bout de course, parce que je comprendrais que si Macron était un mec particulièrement charismatique, particulièrement cultivé, qu'il avait vraiment une vision de la France, je comprendrais qu'on prenne à ça, je comprendrais cette propagande, je comprendrais la fascination des journalistes. Là, c'est quand même une fascination sur un fond de vide. C'est extrêmement inquiétant.
Et ça prouve que la nomenclature républicaine, elle est au bord du gouffre, là. Ouais. Si c'est plus que ça que vous avez à nous vendre, c'est que les mecs, ils sont terminés. Ouais, parce que là, ils sont terminés. Il a tous les appuis de tous les patrons du CAC 40, de on va dire, tous les grands patrons de presse qui sont tous derrière lui. Tout à fait, il y a aujourd'hui des hommes politiques qui le rejoignent, ça va quand même de Robert Hue à Alain Madelin. Donc, oui. Ça veut plus rien dire du tout, quoi, parce que Robert Hue à Alain Madelin, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Robert Hue, ancien secrétaire général du Parti communiste. Le BG Robert Hue. Voilà, et Alain Madelin, accessoirement, quelqu'un qui a pu faire un parcours plutôt à droite, au GUD, etc., qui était après... tout à fait, mais bon, voilà, c'est un peu quand même les opposés, quoi. Oui, tout à fait. Ça prouve bien que, si tu veux, les mots n'ont plus leur sens en politique, et que cet échiquier politique officiel est en train de devenir un grand n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que les choses sont faussées, parce qu'il n'y a pas de véritable clivage gauche-droite dans l'échiquier politique. Il n'est pas clairement établi. Tu vois. Donc, effectivement, c'est une sorte de gros n'importe quoi, de grand gloubi-boulga. On peut trouver des figures de droite, Philippe de Villiers, Marion Maréchal Le Pen, tu vois, des gens comme ça. Mais globalement, notre échiquier politique n'est plus que à gauche, si tu veux. Il y a une surrépublicanisation qui, malheureusement, a d'ailleurs un peu irradié sur le FN, de la République, malheureusement. Il y a une surgauchisation de ça. Mais, parallèlement, il y a le mouvement inverse dans le peuple qui, lui, se surdroitise. Partout. Tout le monde se droitise quasiment dans la société française. Monsieur Juppé te dirait qu'on se radicalise. Hein, voilà. Bien sûr, voilà. Non, monsieur Juppé, on se francise. On se se radicalise pas, on se francise. Il y a un mouvement de refrancisation qui est lent, qui est plus ou moins conscient en fonction des strates de la population, et qui est là. Donc on a un grand gloubi-boulga, puisqu'on a un échiquier politique qui est quasiment 100% de gauche, et on a un peuple français qui n'est pas 100% de droite, mais qui se droitise progressivement, tu vois. On est très très loin de la droite de Jacques Chirac aujourd'hui, tu vois, au niveau de l'opinion, je te parle même pas au niveau de la personne, mais au niveau de l'opinion, tu vois, on est très très loin de ça. Très loin. D'ailleurs, petite parenthèse, mais pour aller dans ton sens, c'est que Juppé, quand on lui présentait, je sais pas si tu te rappelles, dans une émission, oui, tout à fait. Voilà, on lui présente le programme du RPR de 1990, il assume pas du tout. Il baisse son fut. Il baisse son fut. Littéralement. Totalement. Donc voilà. Donc je suis très content qu'il ait perdu. Voilà. Je suis très content que tu aies perdu, Juppé. Voilà. Parce que ça, Juppé, il symbolise bien vraiment ce clivage dans la droite. Parce que les électeurs qui disent s'être radicalisés, finalement, comme tu me dis, ils se droitisent. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une configuration aussi, cette droite, finalement, elle se droitise, et cette gauche, elle se gauchise. Et c'est pour ça aussi qu'elle rejette les centristes Macron. La gauche se gauchise au niveau de l'appareil. Au niveau du peuple, je ne le crois pas. Moi, je pense que les gens de gauche, dans les années à venir, ils vont surtout baisser les yeux. Parce qu'ils se rendent compte de la faillite du monde qu'ils ont préconisé. Ils se rendent compte de la faillite... Enfin, je te parle pas des puceaux du réel, ça c'est une autre catégorie. Hein. Eux, ils sont inguérissables. Soit le grâce du bon Dieu, et rien à faire. Mais les gens de gauche, moi je connais, ma famille vient de gauche quasiment pour l'essentiel, tu vois, j'ai pas grandi autour de gens de droite, moi quasiment. Hein. Bon, ce sont des gens qui vont baisser les yeux, puisque l'abolition des frontières, on voit ce que ça donne, le multiculturalisme, on voit ce que ça donne, la laïcité, on voit ce que ça donne. Ce sont des gens qui constatent la faillite de tout ce qu'ils nous ont vendu depuis des années. Donc, même eux ne croient plus leur baratin. Il y en a, on trouve toujours, à l'extrême gauche notamment, tu vois, mais bon. D'ailleurs, je la trouve très silencieuse, l'extrême gauche, moi, dorénavant. On l'entend beaucoup moins qu'avant, les médias peut-être lui donnent moins le micro aussi, ça joue sans doute. Mais qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Qu'est-ce que l'extrême gauche a à nous dire sur le terrorisme ? Plus rien, c'est ça. Sur le multiculturalisme, vous y croyez encore les mecs, mais vous êtes les derniers. Hein. Vous êtes les derniers. Tu sais, il y a une jeune fille qui a fait le buzz là récemment, une fille de Sciences Po qui a fait un rap... Un espèce de rap slam contre le FN. Je lui dis, mais tu sors dans la rue de temps en temps, toi tu crois vraiment à toutes les conneries que tu racontes, là Donc, tu as Sciences Po qui est l'avant-garde, si tu veux, qui vont faire de la surenchère. Tu sais, c'est comme ça toujours. Hein, quand les mecs sont au bord du gouffre, ils font de la surenchère, tu vois. Hein, l'Union soviétique va pas, il faut plus d'Union soviétique, tu vois. Bon, eux, ils font de la surenchère, mais à la base, les gens sont extrêmement désillusionnés. Et il va y avoir une montée en puissance de la droite dans les années à venir. Et autant je vise la destruction politique de la gauche, mais je vise encore plus, c'est beaucoup plus important, la destruction de la gauche dans la tête des gens. Hein, parce que tu vois, c'est bien de nous parler des lobbies ceci, des trucs cela.
Le problème de fond en France, c'est que tu as quand même des millions de gens, voire des dizaines de millions de gens qui sont spontanément Charlie, qui sont spontanément laïcards. On peut parler par exemple de gauche idéologique, parce que des gens qui votent des fois même à droite, voilà, ils vont voter Juppé, ils sont à gauche idéologiquement. Mais bien entendu, tu vois, les gens qui sont spontanément pro-avortement, qui sont spontanément pro-laïcité, tout ce que je combats, tu vois, tout ce que la droite a toujours combattu, tout ce que la France a toujours combattu, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le clivage gauche-droite n'existe plus dans l'échiquier politique, mais qu'il est en train de ressusciter dans la nouvelle opinion publique, tu vois. Justement, tu vois. Moi, on m'oppose souvent à Asselineau, à Pierre-Yves Rougeron. De mon côté, on pourrait mettre des gens comme Julien Rochdy. Dans un autre genre, Romain Guérin ou Daniel Conversano. À gauche, tu pourrais mettre aussi Alain Soral. À droite, tu pourrais mettre Pierre Hillard. Tu pourrais mettre Louis-Hubert Rémy. À gauche, tu pourrais mettre aussi Étienne Chouard. Je te fais un peu dans le désordre. Non, mais c'est ça. Je te la fais un petit peu dans le désordre, un peu, voilà. Mais donc, je te dis, donc à gauche, tu mets, donc on reprend, donc tu prends du Asselineau, du Pierre-Yves Rougeron. Je dis pas ça péjorativement, du Alain Soral. Même s'ils sont très différents les uns entre les autres. Ils sont très différents les uns entre les autres. Je n'assimile pas les uns aux autres. Ils sont tous un discours extrêmement différent, extrêmement singulier. Et à droite, du Pierre Hillard, du Adrien Abozy, de Louis-Hubert Rémy, du Romain Guérin. J'oublie les noms là parce que j'ai pas médité ce sujet-là, mais en tout cas on voit le clivage qui est en train de renaître et c'est extrêmement intéressant et c'est l'avenir des choses parce qu'aujourd'hui quand tu as envie de réfléchir, t'allumes pas France Culture. À la limite t'allumes Radio Courtoisie, tu vois. Mais d'ailleurs on met Henri de Lesquen à droite. Mais aujourd'hui, tu as envie de réfléchir, tu as envie de faire du bien à ton cerveau, tu vas sur Internet. Bon, l'idéal, c'est d'aller lire quand même. Hein. Moi, je suis un ami des livres, hein, donc tu vois, bon. Mais l'avenir, c'est nous. L'avenir, c'est nous. On va les défoncer. Hein, voilà. Cette nomenclature républicaine, franchement, si elle tient encore plus de 10 ans, bon, déjà, ça prouve que moi, j'ai foiré mon coup. Hein, voilà. Je serais très surpris. Hein. Sauf ça va plus vite qu'on le pense, c'est vrai. Sauf coup d'état militaire, où là, bon, ça serait autre chose. Mais effectivement, la banquise craquelle beaucoup plus qu'on le croit. Tu sais, ça fait rigoler mes proches qui me connaissent depuis des années. On me reconnaît dans la rue. Mais même moi, ça me fait sourire, tu vois. Puisque bon, moi, quand je me regarde dans la glace tous les matins, je me dis pas, t'es un cador, tu vois. Bon, bref. Mais voilà, il y a ça. Et puis bon, ceci étant, c'est un chiffre que je t'avais demandé. Je t'avais demandé les chiffres de MetaTV en termes de nombre de vues. Et tu m'avais évoqué plusieurs dizaines de millions. Adrien Abozy, tu vois, moi, au total, en nombre de vues, je lui faire 1 million. Pierre Hillard, il a dû faire 3, 4, 5. C'est ça. Je sais que Soral, à une époque, c'était le chiffre qu'avait donné Ardisson quand il avait reçu Nolo, tu sais, pour leur bouquin il y a 3 ans. Il avait évoqué 20 millions de vues, je crois. Ah ouais, un truc comme ça. Aujourd'hui, il doit être à 30, peut-être 40. Je sais que La Gauche m'a tué cartonne aussi. Je sais que Boulevard Voltaire marche énormément. F de Souche, ça marche bien. F de Souche sur cartonne aussi. F de Souche, d'ailleurs, eux, ils ont une particularité, ils sortent beaucoup de scoops d'affaires, ils sont très... Exactement. F de Souche crée la polémique buzz. Les migrants, le viol des migrants, tu sais, à Cologne, c'était eux. Black M, c'était eux en partie aussi. Donc, ils en ont fait plusieurs. Il y a même un autre truc. Alors là, il lâche les boules puantes. Donc, grosse dédicace à F de Souche. Et il y avait un truc, moi, j'ai vu aussi sur F de Souche, justement, tiens, vraiment dans le sujet de nouvelle opinion publique, c'était Valls, pendant la primaire, qui avait sorti une info qu'il avait prise sur F de Souche. Et que le lendemain, d'ailleurs, tous les mecs de l'équipe de Hamon se sont offusqués en disant « Oui, Valls, il va chercher les infos sur les sites de fachos, etc. » Parce qu'ils avaient sorti l'info avec la photo où on voyait un des... Alexis quelque chose, je me rappelle plus son nom, je sais plus si c'est Alexis, en fait c'est un des... un pote de Mélenchon là. Alors ça, non, c'est pas le pote de Mélenchon, c'est un des porte-parole de Benoît Hamon qui va coquiner avec les frères musulmans et qui fait des photos. Et donc ces photos-là, elles ont été sorties par F de Souche. Et donc du coup, ça a déclenché polémique Internet. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le jour où ils sortent cette info-là, le soir même, il y a le débat, et Valls reprend l'info. Et moi, quand j'ai vu l'info, je dis, mais attends, cette info, je l'ai vue sur leur site, ça veut dire que, clairement, lui aussi, il y va, quoi, comme tout le monde. Donc, bon. Mais c'est ça l'avenir. Et le clivage gauche-droite est en train de renaître sur Internet, c'est-à-dire d'un côté la République, de l'autre côté la France catholique. Tu vois. C'est ça. C'est ça, le clivage gauche-droite, ça a toujours été ça. Il est né comme ça en 1789. Il n'a jamais quitté la société, puisque le clivage gauche-droite, c'est une fracture dans la société française. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et tant que cette fracture existera entre ces deux branches du peuple français, et encore, pour moi, les républicains ne sont pas des Français, ce sont des républicains. C'est une autre nationalité, c'est une autre construction civilisationnelle, c'est une autre histoire qu'il cherche à faire. Mélenchon l'assume d'ailleurs, c'est ça que j'apprécie dans son discours, c'est que lui, il est très clair. Je me rappelle même d'une de ses phrases, il disait « Chaque génération est un peuple nouveau ».
C'est très intéressant. Alors que René Rillonnier, pamphlétaire anti-gaulliste, disait que la nation, c'est la synthèse des vivants et des morts. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc le clivage gauche-droite est en train de renaître chez nous. Pour réfléchir, il faut aller dans la nouvelle opinion publique. Le niveau, il est là. Les livres intéressants, ils sortent chez des figures qui viennent de là. Un mec comme Onfray, tu vois, aujourd'hui, est en train de calquer à mort son discours sur la nouvelle opinion publique aussi. Donc voilà, l'avenir nous appartient en vérité, alors qu'on n'a aucun moyen, on n'a rien, tu vois, derrière nous. On a une seule vérité, on a une seule arme, pardon, c'est la vérité. Notre arme, c'est la vérité, ou en tout cas, notre droiture d'intention, parce qu'on peut se tromper. Hein. Mais en tout cas, on a une droiture d'intention, et on veut bien faire. On veut aider la France, on veut l'aider à se relever, on veut l'aider à ressusciter, hein, je m'excuse. Hein. Parce qu'elle est éclipsée, donc disons, on veut mettre un terme à l'éclipse de la France. La France est éclipsée par la République de la même manière que l'Église catholique est éclipsée par l'Église conciliaire. Et ça, c'est un vaste sujet, on ne va pas l'aborder. Mais il fallait que je la place, parce qu'il faut que les choses soient claires à ce sujet-là. Donc l'avenir nous appartient, tout va renaître à partir de la nouvelle opinion publique. Tu vois, tout va être reconstruit par rapport à ça, en bien ou en mal d'ailleurs. Mais maintenant, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est plus à Libé, tu vois. C'est plus à Libé. Ça se passe ici. Mais quelque part, en plus, là, dans ce que tu expliques, demain, on se retrouve dans cette configuration, justement, avec cette nouvelle opinion publique qui, cette fois, est celle qui maîtrise les médias. Moi, je me contenterais mieux, justement, même si je ne pourrais pas être dans le camp idéologique peut-être des autres, mais les gens que tu as cités, je m'en contenterais mieux, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura plus de cohésion dans le pays, quand même, non? Si cette nouvelle opinion publique, elle arrive, où elle va être au... Parce que là, pour le moment, on a l'impression qu'il y a deux pays en France. Ça, mais il y a deux pays en France depuis 1789, et il y en a trois depuis à peu près quelques dizaines d'années. Il y a trois pays en France. Il y a 3 nations sur un seul sol en France. Il faut bien le comprendre. La France est en état de guerre civile depuis 1789. Mais bon, ça on en reparlera avec mon bouquin. On en reparlera avec mon bouquin. En fait, tu sais, je vais te dire une chose. En vérité, la France ne sera pas plus unie et plus apaisée. Parce que ce clivage gauche-droite, il est inconciliable. C'est le bien et le mal, tu vois. On ne peut pas les concilier. Bon, c'est mon point de vue à moi. Hein. Les gens de gauche considèrent qu'ils sont le bien, sans doute. Pas de problème, c'est de bonne guerre. Si tu veux, c'est comme les gaullistes et les communistes pendant la guerre. C'est-à-dire que quand il s'agit de dégager Pétain, ils sont potes. Mais dès que Pétain n'est plus là, on se remet sur la gueule. Ils se foutent sur la gueule, tu vois. Et pas qu'un peu. Hein. Donc, cette nouvelle opinion publique va faire renaître le clivage gauche-droite, mais la lutte idéologique va reprendre. Mais on sera dans une véritable lutte idéologique au moins. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lutte idéologique dans l'échiquier politique officiel du système. Dans l'échiquier politique officiel, tu as une bataille pour la répartition du gâteau. Mais ce n'est pas des luttes idéologiques. Alors demain au moins, on sera dans un combat beaucoup plus honnête, beaucoup plus franc, beaucoup plus clair, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus passionnant, de lutte idéologique entre une république ressuscitée d'une façon différente, qui offre un nouveau visage, et une France catholique ressuscitée elle aussi, avec des Pierre Hilard, des Adrien Abosi, des Romain Guérin, et des nouvelles figures qui ne manqueront pas d'émerger. Et ça sera extrêmement intéressant, je pense. Mais moi, je suis convaincu que l'avenir est à nous. Dans mon prochain livre, j'en parle un peu, mais je fais tout un chapitre sur la comparaison entre les sociétés de pensée et justement cette nouvelle opinion publique. C'est frappant. C'est vraiment frappant, tu vois. Alors, nous, par contre, on a une lacune par rapport aux sociétés de pensée, c'est qu'on n'a pas encore fait la jonction avec les élites. Ouais. Ce à quoi moi je travaille, d'ailleurs, tu vois. Et d'ailleurs, il ne faut pas croire que les élites sont méprisantes. Hein, moi, quand je parle à des gens sérieux, ils me prennent très au sérieux, je te garantis. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens très sérieux qui me suivent. Je les salue, d'ailleurs. Mais, te disais-je, l'avenir, c'est ici que ça se passe. Voilà. C'est pas sur les plateaux d'Arte, c'est pas à Charlie Hebdo, à Libé. Le grand journal de Canal+ va s'arrêter, c'est très intéressant. Ouais, oui, j'ai vu, oui. C'est très intéressant. Ouais. Et même, tu sais, François-Olivier Gisbert, sur Cherokee a fait une petite sortie où il dit « j'emmerde les réseaux sociaux ». Parce que tu vois, il sait que maintenant, quand il dit un truc, il sait que derrière, il y a une réaction. Avant, ces gens-là étaient dans l'impunité la plus totale. Puisque la masse du peuple français, je reprends les travaux d'Augustin Cochin, était dans l'inertie. Il n'y avait pas d'instrument pour s'exprimer, pour se faire entendre. Maintenant, il y en a. Et maintenant, le peuple est réarmé. Le pays réel est réarmé. Pourquoi le pays réel est en train de se reconstituer ? Parce qu'il est réarmé. Le pays réel a été décapité en 1944 avec l'épuration. Il a été atomisé. Donc la République était triomphante. Les républicains étaient triomphantes.
Les Français authentiques sont allés décroissant, si tu veux, de 1944 jusqu'aux années 2005, 6, 7, 8, 9, 10. Et à partir de cette année-là, la Nouvelle République se met en marche. Et là, il y a une refrancisation lente et progressive. Tu vois. Et il y a une demande de France, il y a une demande de catholicisme de plus en plus grande dans la société. Et c'est tant mieux. Mais c'est quoi ce phénomène? Est-ce que c'est le même phénomène qu'on met en parallèle souvent avec on va dire, les communautés issues de l'immigration qui, elles aussi, reviennent... Tout à fait, qui rejettent l'intégration républicaine. Voilà. Il faut bien comprendre un truc. Phrase de Martin Hirsch, qui veut tout dire. L'intégration, c'est lorsque les catholiques s'appelleront Mohamed. Donc l'intégration, c'est lorsque les Français ne seront plus Français. Les Français, au début, on leur vend cet idéal républicain. Ils ne mesurent pas forcément les conséquences pratiques. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est généreux. Nous, on est généreux, on adhère. Mais quand on voit les conséquences pratiques, on dit oh là là là, oh là 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 là. Finalement, le prêt à payer, c'est quoi là? C'est l'immigration de masse, c'est le grand remplacement, c'est le terrorisme, c'est l'athéisme à tous les étages, c'est l'avortement de masse. Finalement, cette société commence à devenir un petit peu ignoble, donc on va aller vers autre chose. Alors, les plus de 50 ans, par contre, eux, globalement, on oublie. Hein. Mais les jeunes, les jeunes, ils sont tous d'extrême droite, quasiment, aujourd'hui. Tu vois. Oui, ils sont traumatisés. D'ailleurs, c'est bien que tu soulignes. Un jeune de gauche, il maltringue aujourd'hui. Ils ont donné des chiffres, c'était, alors c'est les 18-25 ans, 40% quasiment envisagés de frontières. C'est pas surprenant. 40%. Ils sont, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Tu vois, tu as ce mouvement de fond, et par rapport à ça, et en plus de ça, tu as des gens qui, entre guillemets, au bon sens du terme, soufflent sur les braises, des gens comme moi, je te citais Pierre Hélard, je pourrais en citer d'autres, qui disent aux gens, refrancisez-vous, recatholicisez-vous, redécouvrez l'histoire de votre pays, imbibez-vous de ses mœurs, de ses traditions, redevenez français. Être français, c'est une grâce du bon Dieu. Je le dis franchement, être français, c'est une grâce du bon Dieu. C'est la nationalité qui te permet de te rapprocher de la vérité, c'est la nationalité qui te permet de bénéficier d'un patrimoine culturel inégal au monde. On est les meilleurs, quoi. Hein. Franchement, c'est bon. Je ne vais pas faire du chauvinisme, mais bon, tu comprends notre gastronomie, tu prends nos monuments, nos artistes, enfin voilà, quoi. Moi, je sais pas, j'ai écouté Macron, il m'a dit ça n'existe pas, la culture bien française. Sûr, ça ne doit pas exister, en tout cas. Quand tu es républicain, ça ne doit pas exister. Le républicain veut créer un homme nouveau. Pour créer un homme nouveau, il est obligé d'abolir le passé, le pauvre. Mais quand il fait ça, quand même, une sortie comme celle-là, à la limite, alors... Il est quoi? Il est complètement en cohérence avec lui-même sur son aspect mondialiste, mais il se coupe complètement de plein de gens. Je ne sais pas s'il en a conscience, mais c'est très... tu te coupes de plein de gens en balançant... Oui, mais je pense qu'il sous-estime peut-être encore la portée de ses propos. D'ailleurs, il a fait un rétropédalage totalement bidon, puisque tu sais, il est allé voir les Pieds Noirs de Toulon et il a dit « Je vous ai compris, je vous aime ». C'est-à-dire que « Je vous ai compris », ça veut dire « Je vous ai enfilé ». Oui, parce que c'est la phrase de De Gaulle. Bien sûr, ouais. Ça veut dire « Je vous ai enfilé », donc ça veut dire « Je vous ai enfilé, je vous aime ». Les Pieds Noirs, ils le savent, ça. Ils ont pas la mémoire courte, les Pieds Noirs. Moi, j'ai une grosse dédicace aux Pieds Noirs, petite parenthèse. Hein. Donc, le mec est complètement con, tu vois. Il est complètement... allez, à côté de la plaque. Macron est complètement à côté de la plaque quand il dit ça. Il ne se rend même pas compte du désastre électoral. Et d'ailleurs, c'est cette affaire algérienne qui a fait péter la bulle Macron. Oui, beaucoup d'égards. C'est là où il a commencé, tu vois, à se décomposer. Donc, effectivement, sans doute, Macron vit-il dans sa bulle. Et il ne se rend pas compte que les Français n'adhèrent plus à ces conneries. Parce qu'il veut faire quoi, Macron, avec ça, ces sorties-là? C'est quoi? C'est pour faire des gros clins d'œil aux communautés? À la diversité. À la diversité, voilà, comme on dit, pour leur dire, bon, vous allez voter pour moi, de toute façon. Mais en plus, extrêmement méprisant, tu vois. Il y a quasiment tous les candidats, sauf Marine Le Pen, font des espèces d'appels de phare, totalement non sincères. On sent que les mecs n'ont rien à cirer, mais que voilà, ils promettent mon émerveil pour ça. L'exemple type étant Benoît Hamon, bien entendu. Mais c'est pareil pour Macron quand il te dit ça. Donc voilà, et puis bon, j'ai pas creusé Fillon, mais peut-être qu'on pourra trouver des petits trucs aussi par-ci par-là. Mais concrètement, en fait, c'est surtout les voix des Maghrébins qui sont recherchées, quoi. Quand on te dit oui, tu vois, quand on te fait de la démagogie sur le voile et compagnie, c'est les voix des Maghrébins. Moi, je dis pas musulmans, je dis Maghrébins, tu vois. Parce que c'est très clairement eux qui sont visés, tu vois. C'est pareil sur le conflit israélo-palestinien, tu vois. Le Malien qui débarque, je pense qu'il en a rien à cirer, tu vois. Pour lui, c'est très très loin tout ça. Même pour les Français, c'est déjà assez loin, mais alors tu imagines. Bon. Et pourtant, c'est au cœur des débats. C'est l'histoire quand même de la laïcité aussi. On en parle beaucoup. Alors, est-ce que, moi, c'est mon sentiment, mais laïcité, c'est le mot pudique pour pas dire islam quand ils l'utilisent dans les débats. En fait, je sais pas si je me trompe. Il y a une grande hypocrisie. Voilà, c'est hypocrite, j'ai l'impression. Le problème, c'est que les baby-boomers sont tétanisés à l'idée d'appeler un chat un chat. Donc, ils usent de la novlangue.
on n'ose pas dire que l'immigration massive et que le multiculturalisme est un choc sociologique pur, un choc culturel pur entre plusieurs cultures. Donc on essaie de nous vendre le bébé sous le prisme du religieux, ce qui a une part de vérité, mais c'est pas du tout le fond du problème. Parce que moi, quand je vais à Gare du Noir, il n'y a pas d'islam à Gare du Noir, tu vois. Et pourtant, je me fais clasher, tu vois, visuellement, tu vois. Donc, voilà. Parler de la question du multiculturalisme par le prisme religieux, ça confine à la tartufferie, très concrètement, tu vois. Et je vais plus loin, c'est que moi, je suis pas pour que on interdise le voile dans l'espace public. Moi, je suis pour qu'on voit l'immigration. Moi, je veux qu'on la voie. Moi, je dis assumez. Il n'y a aucun problème. Il y a une phrase de Robespierre qui disait moi, je veux pas des gens qui parlent de la révolution sans vouloir la révolution. Moi, je dis attendez, vous voulez l'immigration, mais vous avez les conséquences de l'immigration. Vous faites venir des Maghrébins et des Africains, bah oui, il y a une présence de l'islam en France. Et si demain vous faites venir des Japonais en France, il y aura du shintoïsme en France. Hein. C'est pas secret. Hein. Je veux dire, c'est évident, quoi. Bon. Donc, effectivement, cette question de la laïcité est un peu tartuffe. Hein. Sachant que moi, je suis un adversaire résolu de la laïcité qui a détruit la France, enfin, qui a contribué à la destruction de la France. Moi, je suis pour un catholicisme d'État à l'ancienne, tu vois. Ce qui ne veut pas dire une théocratie. Ce qui veut dire que la pornographie, tu l'interdis. Le mariage gay sans commentaire. La théorie du genre sans commentaire. L'avortement sans commentaire, tu vois. Voilà, ça veut dire qu'il y a certaines règles qui sont réétablies. Bon. Et qu'on doit respecter. Et qui sont assumées. Parce que nous, officiellement, il n'y a pas l'interdit. Officieusement, il y en a. Il ne faut pas nous la faire, tu vois. Bon. D'où d'ailleurs l'émergence du politiquement correct, qui t'interdit de parler de certains sujets, alors que légalement, tu es censé en avoir le droit. Donc, il ne faut pas nous la faire. Voilà. Bref, donc que te disais-je, laïcité, donc de toute façon, il faut la combattre. Hein, il faut abolir le 1905. Et au-delà de ça, il faut que la France redevienne donc une terre officiellement catholique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est un adjectif. La France, aujourd'hui, s'appelle République française. La France est un adjectif. Moi, je veux que la France redevienne un nom propre. Et pour ça, il faut qu'elle se dérépublicanise. Et là, si tu le veux bien, on va rebondir sur le Front National. Moi, j'aurais aimé, je te dis, vraiment appeler à voter Front National, vraiment, de toute façon, allez-y les mecs, on y va, quoi. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Ça ne veut pas dire que je suis hostile au Front National. Je vois d'un très bon œil la montée en puissance du Front National. Je me réjouis de sa montée en puissance. Pas parce que j'attends forcément des choses extraordinaires du gouvernement, mais parce que ça veut dire qu'il y a des envies de dissidence chez le peuple français. Il y a des envies de coups de balai, tu vois ce que je veux dire. On peut avoir des bonnes choses du côté du Front National. Je pense notamment au référendum d'initiative populaire. Parce que ça peut être très intéressant, notamment si tu fais la jonction de cette loi et de la nouvelle opinion publique. Parce que là, ça peut faire mal. Le problème, c'est que le Front National, si tu veux, il a l'œil de Sauron, comme dans le Seigneur des Anneaux, qui le regarde. Il est obligé d'avoir une politique de couverture, il peut pas... Voilà, il est obligé de biaiser un peu. Mais biaiser un peu, ça ne veut pas dire que tu te rallies à 100% des fondements du système. Et tu vois, quand j'entends Collard cracher sur Pétain, ce qui est très courageux, hein, cracher sur Pétain, hein, quand je vois Philippot qui valide la propagande homosexuelle dans les murs de Paris, quoi, mais dingue, quoi. Moi, quand j'ai vu ça, je suis devenu fou, moi, tu vois. Mais ils osent, les mecs, quoi. Enfin, bref. Quand tu vois Marine Le Pen qui nous dit que le grand remplacement, c'est la théorie du complot, ou qui nous dit que la France a une histoire judéo-chrétienne, face à Patrick Buisson. Je dis, Madame Le Pen... Face à Patrick Buisson, c'était très intéressant. Je dis, Madame Le Pen, non. C'est pas faire offense à nos compatriotes de confession juive que de dire que le roi de France ne se référait pas au Talmud. Et que de dire que les cadres de la nation, qui pour une grande part émanent du clergé, ne se référaient pas au Talmud. Bon, on a le droit quand même encore, j'espère, à moins qu'on ne l'ait pas, à moins que je me trompe et qu'on ne l'ait pas, de dire l'histoire de France telle qu'elle était. Bon. Nos ancêtres les Gaulois, c'est chaud, hein, je te le dis. Donc, la France a des racines catholiques, et c'est tout. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des minorités qui ont toujours vécu en France. Et qui d'ailleurs n'étaient pas tant opprimées qu'on ne le dit, hein, soit dit en passant. Hein. Bon, bref. Donc voilà, donc là il y a quand même beaucoup de concessions qui sont faites de la part du système. Mais c'est quoi ils font ces concessions? Parce que le FN, toutes les concessions que tu viens de dire, c'est ce que certains, justement, je sais, le reprochent en leur disant ils se républicanisent, ou ils se gauchisent, ils se... Mais dans le discours en tout cas, peut-être pas dans les intentions, mais on ne sonde pas les reins et les cœurs, on ne peut pas le savoir. Est-ce que c'est pas une façon de montrer patte blanche, parce qu'ils sont tellement attaqués partout que finalement ils s'épargnent en fait d'être attaqués sur ça, quoi. Mais ceci étant, tu vois, je vais faire mon antithèse, et je vais te dire qu'en ce moment il y a un rapprochement entre De Villiers et Marine Le Pen. Oui. Et ben moi je te le dis solennellement, si Marine Le Pen s'engage
à prendre Philippe de Villiers comme Premier ministre, là, j'appelle les gens à voter FN. Pourquoi ? Philippe de Villiers, c'est pas mon maître à penser. Et il est, entre guillemets, il est 10 fois moins radical que moi, tu vois, sur les sujets que tu connais. Bon. Et que je partage sincèrement avec lui, d'ailleurs. Mais Philippe de Villiers, ça serait un signe d'amorce de dérépublicanisation. Parce que malgré tout, de Villiers appelle un retour à l'identité, il appelle un certain retour au catholicisme, il est attaché, je dirais, au caractère catholique de la France. Donc, ça serait, si tu veux, Marine Le Pen compenserait son déficit sur la question identitaire. Parce que le Front National, à qui on reproche d'être des méchants racistes et compagnie, et d'être identitaire, aujourd'hui, il n'a pas de discours identitaire. Il ne dit pas ce que c'est l'identité de la France. Non, il en a pas. Alors qu'avec avec De Villiers, il comblerait ce manque. Tu vois, Marion Maréchal Le Pen aurait dû le combler à la place de Villiers, mais le problème, c'est que, bon, elle... si tu veux, elle n'a pas encore les... elle est un peu jeune encore. Elle n'est pas encore... C'est même pas une question d'âge, je vais te dire, parce que la vérité n'a pas d'âge. Oui. Mais si tu veux, bon, pour l'instant, c'est Philippot qui plutôt impose, si j'ai bien suivi ce qui se passe à l'intérieur, moi je ne sonde pas les reins et les cœurs, encore une fois, mais le numéro 2, c'est Philippot. Hein. Bon. On reviendra là-dessus d'ailleurs, petite parenthèse. Mais donc, moi je te dis, si Marine Le Pen appelle De Villiers en tant que Premier ministre, franchement, je dis allez-y, parce que c'est une amorce. Et c'est une amorce qui peut être le premier pas d'un mouvement, je veux dire dans le système, parce que dans la population il existe, mais là je te parle dans le système, ça peut être l'amorce d'une dérépublicanisation aussi de l'appareil. De même que les États généraux en 1789 étaient une institution qui émanait de l'Ancien Régime, mais qui ont accouché, si tu veux, de l'inverse, peut-être que l'élection du Front National, la victoire de Marine Le Pen, peut être donc quelque chose qui se passe dans le cadre d'une institution, mais qui, in fine, par un mouvement de l'histoire incontrôlable, abouchera sur l'inverse. Mais petite parenthèse, pour ça, il faudra que nous, la nouvelle opinion publique, on fasse le job. Et que on oriente le Front National. On leur dit là, les mecs, si vous voulez de ce côté-là, ça va pas le faire. Je fais une dédicace à Cro-Blanc, tu vois. Cro-Blanc, dans ses morceaux, il nous dit « Si tu as été élu, un conseil, applique-toi. » C'est très vrai. C'est très très vrai. C'est-à-dire que maintenant, ils pourront plus déconner. Et le FN, il sera tendu au tournant par les gens du système. Mais par ses propres gens qui ont voté pour lui. Et par nous, encore plus. Ah oui, encore plus. Là, parce que là, vous nous avez vendu un rêve quand même. Hein. Vous me dites que vous allez rentrer dedans et compagnie. Même si, bon, pour moi, le programme du FN est trop mou, quoi. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas le problème. Donc, te disais-je, si Marine Le Pen appelle De Villiers, ça peut être l'amorce. Là, c'est un signal très fort vis-à-vis catholique. Ça permet de siphonner une partie de l'électorat de Fillon. Et ça peut vraiment être l'amorce, si tu veux, d'une dérépublicanisation qui échapperait même au Front National, si tu veux. Hein, quelles que soient ses intentions réelles d'aujourd'hui. Bon. Donc là, ça serait vraiment non plus un moindre mal, mais un bien potentiel. Je le dis franchement. Et donc moi, j'espère que Marine Le Pen aura l'intelligence politique d'appeler De Villiers. Alors, petite parenthèse. Un mec comme François Hollande a réussi à être élu président de la République. Il l'a été notamment parce qu'il a su concilier dans son parti des courants, non pas contraires, mais opposés. Ce qui n'est pas la même chose. Hein. Donc les nonistes et les ouistes, par rapport à la Constitution européenne. Par rapport à la Constitution européenne. Aujourd'hui, au FN, tu as deux grands courants. Tu as le grand courant, le courant Philippot, qui en gros est très attaché essentiellement, uniquement, je dirais, à des questions économiques et sociales. Et tu as le courant, on va dire, Marion Maréchal Le Pen, je caricature, je schématise, mais qui est davantage enraciné et davantage identitaire. Okay. Ça correspond. La logique aurait voulu que, aujourd'hui, Philippot est vice-président du FN. La logique aurait voulu que Marion Maréchal Le Pen, alors peut-être qu'elle était trop jeune pour ça, je sais pas pourquoi ça s'est pas fait, mais la logique aurait voulu que elle devienne elle aussi vice-présidente du Front National, et qu'il y en ait deux. Actuellement, son mouvement est marginalisé. Ce n'est pas normal et c'est contre-productif. Et on est dans la logique de la plus grande erreur du FN pendant le quinquennat, qui lui coûtera peut-être la victoire, celui d'être passé à côté de la Manif pour tous, qui est une erreur historique. Parce que Fillon, c'est qui le soutient aujourd'hui, tu vois ? C'est sans qui est derrière Fillon ? Pour tous, tout à fait. Il y a les gens, exactement, mais tu vois, les gens qui sont les au Trocadéro, c'est vrai. C'est ces gens-là. C'est vrai. Et si ces gens-là étaient avec Marine Le Pen aujourd'hui, mais l'affaire serait pliée. Mais elle serait pliée, l'affaire. Elle n'a pas soutenu, clairement, en plus, c'est idéologiquement, parce que, pareil, pour surfer encore sur cette vague un peu ambiguë, d'être... Oui, voilà. Et voilà, puis, j'abolis... On n'est pas contre le mariage, mais on n'est pas pour, mais j'abolis... En fait, la position qui nous dit « j'abolis le mariage gay, mais j'en fais une union civile », même ce mariage-là, ce discours-là, moi, je ne l'accepte pas, puisque
Même. Je vois pas pourquoi l'homosexualité devrait à tout prix devenir une norme. Pourquoi ? Moi, je veux bien, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé. Hein. Alors, ceci étant, en République, c'est cohérent, il n'y a pas de problème. Voilà, donc au final, ça revient au même. Mais, te disais-je, beaucoup de gens nous disent que le Front National peut péter dans les années à venir. Oui, il peut péter, c'est vrai, c'est très vrai. Mais pour qu'il ne pète pas, il y a une façon très simple. C'est que le courant qui est incarné aujourd'hui par Marion Maréchal Le Pen soit hissé, où on lui donne les prérogatives dont jouit aujourd'hui le courant de Philippot. Tout simplement. Et là, le Front National ne pètera pas. Parce que le courant de Philippot, c'est quoi ? C'est un peu un gaullisme social Oui, voilà, c'est un souverainisme assez classique, mais qui ne parle pas, si tu veux, de l'identité de la France. Alors que franchement, aujourd'hui, tu ne peux pas passer à côté de ce sujet-là, puisque la question qui est posée, c'est quand même quelle société on fait. Et est-ce qu'on va continuer dans cette République déracinée, ou est-ce qu'on va, on va refaire une France française ? C'est quand même ça la question principale, qui n'est pas posée, bien entendu, dans nos élections, mais il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils posent des questions importantes, soit dit en passant. Mais cette problématique, le système va pouvoir l'éviter encore quelques années, mais il ne va pas l'éviter 10 ans. Parce qu'on en crève aujourd'hui de ça. Mais quelque part, on en crève. Si on se retrouve avec un second tour, alors ce que évidemment tout le monde anticipe aujourd'hui, Marine Le Pen, Macron, clairement, c'est quoi ? C'est un choix entre les mondialistes, les patriotes, c'est un choix entre deux types, quand même, deux choix de civilisation, quasiment, là. Alors, j'irai pas jusque-là, parce que le Front National, à proprement parler, ne se positionne pas sur le mon logiciel. Mais quand je dis mon logiciel, c'est pas le logiciel d'Adrien Abosi, c'est le logiciel de Clovis. Tu vois, c'est le logiciel de Saint-Louis, de Fifi. C'est le logiciel français. Et il n'est pas encore à proprement parler là-dessus. L'honnêteté intellectuelle m'oblige à te le dire. Ceci étant posé, le Front National peut être la marche vers ce logiciel. Et de facto, il l'est d'ailleurs. Puisqu'il y a des gens qui, moi, m'ont découvert via la médiation Front National, ou qui ont découvert Pierre Hillard, ou d'autres, ou Méta TV, via la médiation FN. Donc le FN, aujourd'hui, a un discours républicain, mais il a en lui, malgré lui, des germes de dérépublicanisation. Pourquoi ? Parce que si tu veux faire la préférence nationale, tu t'opposes à l'esprit philosophique de la République. Pourquoi ? Parce que l'esprit philosophique de la République, c'est la Lumière. Les Lumières te disent, individus, vous tous, vous devez abdiquer vos singularités, mais si tu abdiques tes singularités, effectivement, il n'y a que des déracinés en face de toi, mais si tu fais la préférence nationale, tu resingularises et tu es obligé de discriminer au sens non péjoratif du terme, tu vois. Oui, bien sûr, ouais. Tu es obligé de refaire des catégories. Et donc, discriminer, faire un tri, quoi. Voilà. Donc c'est contraire à l'esprit. Donc tu vois, cette mesure, la préférence nationale, qui est vraiment emblématique dans le discours du Front National, aujourd'hui, demain plutôt, s'il est au pouvoir, il devra faire des entorses à l'esprit de la République. Tu vois, il devra le faire. Donc le Front National, malgré lui, a des germes de dérépublicanisation. Donc je reprends ta question. Tu me dis, est-ce que c'est, à proprement parler, un clash entre deux civilisations ? Je dirais, en partie, oui. Non en raison du discours actuel du FN, mais en raison des germes qu'il y a potentiellement dans le discours du Front National. Et si demain, Marion Maréchal Le Pen peut être montée un peu plus en puissance, et si elle est aidée en cela, aiguillée en cela, et soutenue en cela, par la nouvelle opinion publique, peut-être qu'on pourra envoyer un peu plus la sauce sur la question de l'enracinement, du catholicisme et compagnie, tu vois. Parce que pour le moment, clairement, Philippot, il bloque un peu sur ces questions. On voit bien qu'il y a un bisbis avec Marion, justement. C'est au-delà du blocage. C'est qu'il est hostile. Il est hostile. Moi, je le sens hostile. Après, je peux me tromper. Bien sûr, c'est pour ça que moi aussi, je le sens hostile. De toute façon, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, la France crève de ça. Donc, si tu n'en parles pas, il y a un souci. Il y a un putain de souci. Tu vois ? Parce que lui, Philippot, il a peur d'aller sur cette question identitaire parce qu'il pense peut-être qu'elle a pourri le Front National pendant longtemps. Non, mais il y va pas parce qu'il se sent pas concerné. Ah, peut-être tout simplement. Il est républicain. Pourquoi il irait s'emmerder à défendre l'identité de la France ? Quand tu es républicain, la dernière chose à faire, c'est de défendre l'identité de la France. La République s'acharne depuis 200 ans à la détruire. Tout son boulot, c'est ça. La décrédibilisation, c'était pour ça. L'immigration de masse, c'était pour ça. Le fait qu'on laisse partir tous nos jeunes aujourd'hui à l'étranger, c'est pour ça. L'avortement, c'est pour ça. La falsification de l'histoire, c'est pour ça. Quand tu es républicain, ton objectif numéro 1, c'est la destruction de l'identité de la France. Parce que la France doit devenir une république.
C'est ça. Et quand je parle de République, je ne parle pas de la forme des institutions. Je parle de l'esprit philosophique des institutions. Demain, si nous on prend le pouvoir, le roi n'étant pas revenu, on ferait une République. Mais une République enracinée, qui assumera l'héritage spirituel de la France. Tu vois ? Donc c'est pas la forme du gouvernement que je vise. Je vise l'esprit. Et je m'attaque à l'esprit. Et la République, c'est pas, comme des tocards nous disent, la défense du bien commun et compagnie. Non, ce n'est pas ça, la République, bande de guignols. Lisez l'histoire de France. Lisez les discours des uns et des autres. Lisez le traité sur l'éducation de Pelletier de Saint-Fargeau, que je surnomme moi Pelletier de Saint-Bargeau. Il nous dit clairement, je veux faire un nouveau peuple. Il écrit, je veux faire un nouveau peuple. Il faut faire un nouveau peuple. Tu vois ? Quand Mélenchon nous dit, chaque génération est un peuple nouveau, moi, ça me paraît clair. Hein. Moi, ça me paraît très clair, tu vois. Bon. C'est-à-dire, en fait, on peut se réinventer à chaque fois. C'est-à-dire, la France, c'est des choses qui se réinventent. Quoi, donc, tu vois, il n'y a plus de filiation. Il n'y a plus de filiation, nous ne sommes plus des héritiers. Bien, moi, je suis un héritier. Voilà. Moi, je suis un héritier spirituel, un héritier culturel, et je l'assume, je le revendique, et je me battrai pour transmettre. Mon combat, c'est la transmission, d'ailleurs. Hein, tu vois. C'est pour ça que je parle tant d'histoire. Et c'est pour ça que je vais parler davantage dans les années à venir de littérature et de plein d'autres trucs, parce que moi, je veux transmettre. Il faut transmettre, c'est notre devoir numéro 1 temporel, c'est la transmission, quoi. Spirituellement, le salut de l'âme, matériellement, la transmission, quoi. Donc, mon cher Tepa, voilà, donc Florian Philippot ne parle pas de l'identité de la France. Je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qui s'y passe. Je ne veux surtout pas le juger gratuitement et lui faire des procès d'intention. Maintenant, moi, j'ai l'impression que c'est un républicain, et quand tu es républicain, l'identité de la France, tu dois la foutre à la poubelle. Et justement, alors avant la pause, aussi une dernière, est-ce que tu as vu l'intervention justement de Marine contre Patrick Buisson ? Oui, très intéressante. Très intéressante. Mais et ce que lui disait Patrick Buisson, c'est pourquoi vous n'êtes pas de droite et pourquoi vous n'assumez pas la racine catholique de la France. Tout à fait. C'était très intéressant comme question. C'était le fond du problème. Ouais. Malheureusement, et c'est là qu'elle m'a énormément déçu, Marine Le Pen. Elle n'a pas su répondre. D'habitude, on la connaît sous une combative. C'est la première fois que je la sens déstabilisée. Enfin, ça veut dire que quand on lui pose des vraies questions de fond, finalement, c'est là qu'il faut... et habituellement, elle est des guignols face à elle aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ceci étant posé, elle peut se rattraper, comme je te l'ai dit, en appelant De Villiers en tant que Premier ministre. Et si elle fait ça, franchement, chapeau. Et là, j'appelle à voter pour le front direct. D'accord. Bon, on va faire la pause. Si la régie, elle est prête, magnifique, elle est prête, voilà, vous restez connectés sur meta.tv. On revient tout de suite. À vous la régie.